savez, Sonic a fêté ses 20 ans cet été. Et alors que la rédaction se retrousse les manches pour vous préparer une soirée en son honneur, voilà que Sega nous annonce le retour de Sonic CD. Sorti sur Mega CD en 1993, cet épisode est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs. Que ce soit au niveau de ses musiques, de son level design plus efficace que jamais, ou encore de ses animations soignées, cet épisode était une réussite totale. C'est d'ailleurs dans ce volet qu'est apparu Metal Sonic, la copie robotique du hérisson créé par l'infâme Robotnik. On retrouvera par la suite Metal Sonic en clin d'œil ou en personnage jouable dans de nombreux jeux qui suivront. Du premier Sonic Adventure au plus récent Sonic et Mario au JO. Bref, si vous êtes fan, un vrai fan du hérisson bleu, vous êtes déjà au courant que Sonic CD est un incontournable. Le jeu est déjà disponible sur le XBLA, sur le PSN et sur les plateformes iOS. Alors si l'envie vous prend d'essayer ou de réessayer cette petite perle du jeu vidéo, il vous en coûtera environ 5 €. Après un Transformers la guerre pour Cybertron plutôt réussi, les studios High Moon travaillent sur un nouveau jeu exploitant la licence des voitures transformables. Ce jeu, c'est la chute de Cybertron, dont vous voyez ici la bande-annonce. Et si l'on en croit la bataille qui se joue devant nos yeux, la guerre entre Autobots et Decepticons fait plus que jamais rage. Le personnage de Bumblebee est d'ailleurs assez mal en point. Grièvement touché au cours d'un affrontement, il est porté par Optimus Prime, marchant vaillamment au milieu des balles et des missiles. Le game system de la chute de Cybertron sera a priori similaire à celui du premier épisode, c'est-à-dire qu'il s'agira d'un third-person shooter bourré d'action, de flingues et d'explosions à tout va. Prévu pour Xbox 360 et PS3, le jeu n'est pas attendu avant l'automne de l'année prochaine. Fans de Transformers, il vous faudra donc prendre votre mal en patience. Et on termine ces news avec l'annonce d'un contenu téléchargeable exclusif à la Wii pour Just Dance 3. Un contenu suffisamment surprenant en fait pour qu'on en parle ici. Il s'agit effectivement de Mario qui se pointe avec ses chorés et ses chansons. Si Just Dance 3 possède un potentiel fun assez élevé pour divertir l'espace d'une soirée, on a tout de même un peu de mal à voir l'un des plus grands personnages du jeu vidéo se démystifier devant tout le monde. Enfin bon, c'est Thierry qui devrait être content. Vu le succès rencontré par le jeu à la rédac, Mario Kart 7 sera incontestablement le hardware seller de la 3DS, le titre qui va faire décoller les ventes de la console Nintendo en cette fin d'année. 7ème jeu sur console et 9ème titre de la série en comptant les deux volets sortis en arcade, Mario Kart GP 1 et 2, Mario Kart 7 est une valeur sûre. Boosté à la 3D relief et au Street Pass Spot Pass, le jeu Nintendo n'innove finalement que très peu pour se contenter de reprendre la formule classique des 3 compétitions en 50, 100 et 150 cc, avec chacune une sélection de 4 grands prix inédits et 4 autres rétro pour un total de 32 circuits, bien entendu jouables en mode miroir une fois ce dernier débloqué. On notera que les circuits rétro ont été confiés au développeur américain Retro Studio, responsable de la série Metroid Prime et de Donkey Kong Country Returns. L'autre grande nouveauté de Mario Kart 7 est la possibilité pour le kart de traverser des étendues d'eau et de se voir greffer des ailes de deltaplane lorsqu'il décolle suffisamment haut, donnant ainsi au circuit une dimension verticale jusque-là inédite. Et puis on peut aussi customiser son kart à l'aide des pièces récoltées sur les circuits qui font leur grand retour dans la série et permettent également d'augmenter sa vitesse de pointe. Outre son personnage, à sélectionner parmi 17 pilotes dont 9 à débloquer, m'y compris, on pourra ainsi choisir la coque de son kart, ses roues et ses ailes de deltaplane. Ces éléments ne se contentent pas d'être cosmétiques pour influer sur 5 paramètres, vitesse, accélération, poids, maniabilité et hors-piste. Enfin, à la question de savoir si la technique aussi appréciée que décriée du snaking est toujours présente, la réponse est non, même si l'on peut toujours effectuer des dérapages bleus et rouges pour profiter d'un mini-boost à la sortie d'un virage. Cette décision vise bien entendu à mettre tout le monde sur un pied d'égalité et ne plus dissocier les joueurs en deux catégories, ceux qui savent snaker et les autres. On s'excuse déjà pour les illustrations limitées de cette critique. Les rédactions n'ont pas encore été équipées de kits de saisie pour la 3DS, ce qui nous oblige à composer avec les vidéos fournies par Nintendo. C'est d'autant plus dommage qu'il y a beaucoup à dire sur ce Mario Kart 7. Outre la customisation de son kart et la nouvelle verticalité des circuits, de nouveaux bonus font leur apparition. Comme la queue de Tanuki qui permet de balayer au corps à corps un adversaire, certains obstacles ou encore une carapace. Le Lucky 7, lui, fait tout simplement apparaître une tripotée de bonus autour de son kart, le Bloops, la super étoile, la carapace verte, la rouge, la bombe, le champignon et enfin la banane. Ces 7 bonus tourneront autour du kart et pourront être activés dans l'ordre qu'il vous sied. Le dernier bonus inédit est la fleur de feu qui permet de balancer des boules de feu derrière et devant soi.
Comme d'habitude dans Mario Kart, la qualité des bonus récupérés dépendra de votre place, ces derniers ayant pour vocation de réduire au maximum les écarts et donc d'éviter que quelqu'un prenne trop d'avance. Le champignon doré est donc toujours présent, tout comme la bilballe et surtout, la fameuse carapace bleue visant le pilote en tête. Si certains joueurs sont parvenus à l'esquiver en tournoi, il semble que cela soit nettement plus difficile que dans la version DS. Il faut en effet activer un champignon, un bonus que l'on ne peut pas obtenir en étant, premier justement. Il est donc toujours possible de se retrouver de la première à la 7ème place en un quart de seconde et les hurlements de rage font partie intégrante du background sonore des parties de Mario Kart en multijoueur. Mais rassurez-vous, si Nintendo a tout fait pour équilibrer son jeu et donner leur chance aux newbies, les meilleurs joueurs auront les moyens de faire la différence. Que ce soit par leur carte boostée au max et maîtrisée à la perfection, la présence des pièces qui ajoutent une nouvelle dimension stratégique au jeu, ou encore leur connaissance parfaite des circuits truffés de chemins secondaires, de passages secrets et autres tremplins. Car si le snaking a disparu, c'est également pour mettre l'accent sur le pilotage pur et dur, nécessitant de prendre les virages à la corde et de gérer ses trajectoires ainsi que l'aspiration à la perfection. On notera que cette version 3DS reprend les tricks de la version Wii qui permettait d'obtenir un mini boost en sautant sur un tremplin. Une technique n'ayant rien d'anecdotique, les circuits étant littéralement truffés de tremplins. Une nouvelle fois, obtenir les 3 étoiles sur sa sauvegarde ne sera pas donné à tout le monde, même si les ultra-corps de Mario Kart le trouveront plus facile que sur DS. Mario Kart 7 profite également de nouvelles fonctionnalités online. Jouable à 8, en local comme en ligne, il permet toujours à un joueur sans cartouche de se greffer à une partie locale, moyennant des temps de chargement plus importants pour tout le monde et l'impossibilité pour ce joueur de choisir son kart et son personnage. Les 32 circuits du jeu seront par contre accessibles, ce qui n'était pas le cas sur DS. En ligne, il est possible de créer des communautés de joueurs et d'enregistrer des amis en un coup de pouce tout en jouant selon des règles prédéterminées. On notera aussi que des Mii rencontrés en multi pourront se greffer à vos parties solo pour remplacer l'un des personnages Nintendo, lié à reproduisant alors sa façon de piloter. On peut même affronter jusqu'à 7 ghosts d'un seul coup pour tenter de s'améliorer encore et encore et également découvrir de nouvelles techniques et autres raccourcis. Mario Kart 7 est moins technique que Mario Kart DS. La disparition du snaking par exemple décevra de nombreux joueurs adeptes de cette pratique qui, il faut bien l'admettre, permettait de booster sa rejouabilité. Le jeu 3DS s'avère cependant moins grand public que la version Wii. Nintendo a façonné cette version de manière à ne pas frustrer les néophytes, c'est une évidence, mais les pros auront de quoi s'amuser. Les fonctionnalités online du jeu ont ainsi été enrichies et surtout simplifiées grâce à l'utilisation du Street Pass et du Spot Pass qui permettent de trouver des joueurs très simplement sans avoir à galérer avec la gestion des codes amis. On notera que le multi souffre de temps à autre d'une notion de prédiction pas totalement transparente, et il arrive que l'on franchisse la ligne d'arrivée en premier pour se voir finalement rétrogradé à la seconde place. Pourquoi ? À cause du lag bien sûr, et du fait que le jeu recalcule la place de chaque joueur en fonction de son chrono. Si les modes time attack, bataille de pièces, bataille de ballons sont toujours présents et qu'un mode vue subjective anecdotique fait son apparition pour tirer parti du gyroscope, on regrettera en revanche la disparition du mode mission qui permettait dans Mario Kart DS de peaufiner son art du pilotage. Malgré ses défauts et regrets, Mario Kart 7 est clairement le must-have de la 3DS en cette fin d'année. Déjà parce qu'il propose un gameplay toujours aussi fin et précis. Et puis le jeu est magnifique et exploite intelligemment la 3D relief pour éviter les maux de crâne chroniques. Les circuits sont aussi très bien pensés, que ce soit dans la verticalisation des rétros ou les petits nouveaux, dont certains se situent sur la fameuse île Woohoo des Wii Sports, déjà exploitée sur 3DS avec Pilotwings Resort. Mais sa première qualité reste son incroyable durée de vie, démultipliée ici par des fonctionnalités en ligne, simplifiées et optimisées. Quant à savoir si ce Mario Kart 7 sera encore joué dans 6 ans, comme c'est le cas aujourd'hui de Mario Kart DS, seul le temps nous le dira. Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Il est des jeux légendaires dont on ne peut que se réjouir du grand retour. Delta Green est de cela. Spin-off de l'appel de Cthulhu, Delta Green réinterprète le mythe à l'époque contemporaine, avec ses conspirations mondiales et ses agences gouvernementales prêtes à tout pour empêcher la vérité d'éclater au grand jour. En 1928, les services secrets américains mènent une enquête sur la ville d'Innsmouth. Découvrant que la ville semble être aux mains d'un culte païen frayant avec d'étranges créatures, cette enquête débouche sur le projet Alliance, une opération militaire contre Innsmouth et le premier contact entre le gouvernement américain et les serviteurs des grands anciens. Les vétérans du projet Alliance forment alors la division P, division chargée de l'étude des phénomènes psychiques, parapsychiques et paranormaux. En 1942, la division P est chargée de contrecarrer les expériences occultes des nazis. Les opérations de l'organisation sont placées sous le sceau du secret, avec un niveau d'accréditation Delta Green, qui finira par devenir le nom de la division. En 1947, un objet non identifié s'écrase à Roswell.
Le président Truman crée alors une nouvelle division, le projet Majestic 12, chargé de l'étude des technologies extraterrestres et qui deviendra l'organisation rivale de Delta Green. Delta Green continue de travailler tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, démantelant des cultes d'adorateurs des grands anciens et autres sectes de nécromanciens néo-nazis en Amérique du Sud et au Vietnam. Après l'assassinat de ses chefs en 1994, Delta Green entre dans la clandestinité et se retrouve traqué par Majestic 12 et les fédéraux. Organisés en cellules secrètes aux quatre coins du monde, les agents de Delta Green n'ont que deux certitudes. Les agents extraterrestres ont infiltré le gouvernement américain et Delta Green ne peut faire confiance à personne. Simple paranoïa ou vraie conspiration, la vérité est ailleurs. Les joueurs peuvent choisir d'être des agents de Delta Green ou des sympathisants de l'organisation. Les agents de Delta Green sont membres d'une cellule souterraine dédiée à la guerre secrète pour sauver l'humanité de la menace extraterrestre. Ce sont d'anciens agents fédéraux entrés dans la clandestinité. Les sympathisants, quant à eux, sont le plus souvent d'anciens collègues ou amis des agents et ont été mis au courant de certains secrets. Ils peuvent être agents de police, professeurs, avocats, ingénieurs. Des hommes et femmes ordinaires qui ont décidé de mettre leurs compétences au service du combat que livre Delta Green contre les puissances aliens. Contrairement à l'appel de Cthulhu où les investigateurs ne savent initialement pas quelles menaces rampent dans l'ombre, ceux de Delta Green connaissent leur existence et sont déterminés à les détruire. Delta Green étant un supplément pour l'appel de Cthulhu, il utilise le système emblématique du jeu de base, lui-même hérité des premières éditions de RuneQuest. Tout repose donc sur des jets de pourcentage en lançant un dé 100, et pour qu'une action soit réussie, le joueur doit obtenir un score inférieur au pourcentage de la compétence. Les fameux TOC, trouvés objets cachés, et autres points de santé mentale sont toujours de la partie. Pour cette nouvelle édition française de Delta Green, les éditions Sans Détour ont effectué une mise à jour des règles et du background qui prend désormais place dans les années 2010 et non plus dans les années 90. Les règles sont également entièrement compatibles avec la 6e édition de l'appel de Cthulhu. Delta Green est souvent considéré comme le meilleur supplément jamais publié pour l'appel de Cthulhu, et cette nouvelle édition fait honneur à cette réputation. Dans un univers moderne de conspiration et de paranoïa, Delta Green donne un nouveau souffle à la menace cthulhienne et permet de revisiter ce classique du jeu de rôle avec une atmosphère un peu différente mais tout aussi inquiétante. Cette année, l'appel de Cthulhu fête son 30e anniversaire et prouve que les grands anciens sont là pour durer. Et puisqu'on en parle, Sans Détour a également sorti une magnifique édition anniversaire du livre de règles de Cthulhu, entièrement imprimé en couleur, qui rend hommage à ces 3 décennies d'horreur tentaculaire. Si vous cherchez une bonne occasion de vous mettre à Cthulhu, ou si vous êtes simplement fan et collectionneur, c'est donc un livre à ne pas manquer. Quant à moi, je vous dis à la saison prochaine, et d'ici là, jouez bien. Chef-d'œuvre absolu du JRPG, développé par la Dream Team composée de Horiyuji, Toriyama Akira et Sakaguchi Hironobu, Chrono Trigger vient de sortir sur iOS pour un peu moins de 8 €. Disponible depuis mai 2011 sur la console virtuelle de la Wii, c'est la version Nintendo DS sortie en 2009 qui a été adaptée sur les plateformes Apple. On retrouvera ainsi tous les ajouts de cette dernière, comme sa traduction française et ses donjons supplémentaires par exemple. En revanche, le jeu n'a pas été optimisé pour l'iPad dans une version HD. Si l'on peut bien entendu télécharger le jeu sur la tablette, Chrono Trigger ne s'affichera en plein écran qu'en doublant sa résolution, ce qui aura pour conséquence de rendre l'image un peu floue. Les contrôles prennent en compte l'interface tactile, le fait de poser son doigt sur l'écran de jeu permettant de faire apparaître une espèce de stick virtuel pour déplacer son personnage. On regrettera par contre que ce stick ne puisse être activé en dehors de l'écran de jeu sur iPad en résolution minimale, ce qui aurait permis de gagner en visibilité. Déjà disponible sur l'Android Market japonais, les smartphones et autres tablettes sous Android ont toutes les chances de voir le jeu débarquer incessamment sous peu en Europe. Funny Hair se présente comme un petit tower defense cartoony à base de monstres tout mignons qu'il faudra se résoudre à envoyer au casse-pipe afin de détruire la forteresse adverse tout en veillant à protéger la sienne. 4 monstres sont disponibles, chacun ayant ses propres caractéristiques. Certains, comme le Beholder, peuvent lancer des projectiles, d'autres sont spécialisés dans le corps à corps et tous se suivent à la queue leu-leu pour former un barrage vivant aux troupes adverses. Tout sera donc question d'ordre et de timing, sachant que les monstres ne sont pas gratuits et nécessitent de dépenser un certain nombre de pièces pour être envoyés sur le front. Des pièces que l'on obtiendra bien sûr en éliminant les créatures adverses.
Outre ces 4 monstres, on pourra créer une tourelle et déclencher une pluie de flammes assez onéreuse, l'ennemi ayant à sa disposition des ressources équivalentes. Dépenser tout son pactole d'un seul coup peut donc s'avérer risqué, car si l'ennemi déclenche une pluie de glace ou de casseroles, votre armée sera rétamée en quelques secondes. Plus tactique qu'il en a l'air, ce Funny Hell varie également vos objectifs au fil des 50 niveaux et 5 environnements proposés, ces derniers modifiant le look de vos créatures infernales, mais mimi comme tout. Après avoir profité début décembre d'un gros update, Squids est désormais optimisé pour l'iPad et permet d'écouter ses propres musiques en jouant. Le studio français The Game Bakers en a profité pour envoyer une petite carte de vœux et confirmer la sortie imminente de leur action RPG tentaculaire sous Android, mais aussi sur PC et Mac. PopCap Games vient de confirmer la sortie imminente de leur jeu phénomène Plants vs Zombies sur l'Android Market qui n'était jusque-là disponible qu'en passant par le site Amazon. Déjà disponible sur une quantité invraisemblable de plateformes, dont la DS, le PSN, le XBLA ou encore l'iPad et l'iPhone, ce Tower Defense vous propose toujours de protéger votre jardin d'une invasion zombie à l'aide d'une cinquantaine de plantes zombivores. Sachant que de nombreux paramètres liés à l'environnement rentreront en jeu, comme le soleil couchant, la brume et des obstacles aussi crétins qu'une piscine. Mais PopCap Games ne compte pas s'arrêter là puisque Peggle, l'un de leurs titres les plus addictifs, sortira lui aussi dans les jours qui viennent sous Android. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Ce soir, on fera moins long que la semaine dernière. Alors, je crois qu'avec le live report de Please Spice, on n'était pas loin de battre un nouveau record en longueur de Auto. Aujourd'hui, vous aurez la présentation d'un tout nouveau groupe, les Topics, avec un peu de rétrospective dedans. Ça sera aussi Noël avant Noël avec les annonces des nouveautés et on commence de suite avec les releases. On commence les releases avec le groupe Sug qui sort son single Toy Soldier dans toute l'Europe via les plateformes de téléchargement légales. Et ça faisait déjà quelques mois que CLJ Records ne nous avait pas proposé de single numérique. En revanche, du côté de chez Genshin, ça n'arrête pas. Prenons exemple sur le groupe Ando, dont le single Blaze, qui contient 3 pistes, est dispo à l'achat sur le site de vente de MP3 de votre choix. Le label Bishi Bishi lui aussi est toujours à fond sur le téléchargement légal. Depuis le 24 novembre, vous pouvez acheter le tout nouveau single de Trildan, à savoir Under the Sky, sur le shop musical d'Ankama. On passe à la toute dernière sortie française de Meg. Elle devait sortir 6 singles en 6 mois et voici The Last One. Il s'agit de Tough Boy, reprise du générique de la saison 2 de Hokuto no Ken, disponible uniquement sur iTunes Store France. On n'a plus qu'à attendre ce qu'elle va nous préparer au Japon. On termine les releases avec l'Arc-en-Ciel et la sortie numérique de leur single Chase, qui est bien sûr leur tout dernier single en date. Comme Genshin aime faire les choses bien, vous avez les 4 pistes dispo comme au Japon. On débute les topics avec le Reikochoku. Alors le Reikochoku, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un site de vente de Chakuuta et de Chakuuta Full. Et le Chakuuta, c'est quoi? Eh ben c'est des sonneries de téléphone portable et le Chakuuta Full, c'est les sonneries mais en entier, donc c'est la chanson en entier. Et ce système est extrêmement populaire au Japon, il permet de classer la popularité des chansons et les résultats diffèrent souvent pas mal de ce que l'on voit dans les ventes de disques. Par exemple, pour le mois de novembre, la chanson en entier la plus téléchargée sur Reikochoku est Nishino Kana avec Tatoe Donno.
de Nani, Nishinokana qui a toujours battu des records de vente en Chakuuta, alors que niveau CD, c'est pas trop ça. Bref, je suis ravie de vous dire que nous diffusons sur No Life la chanson la plus vendue en Chakuuta Fu le mois de novembre sur les Kochoku. Parlons maintenant du karaoké. C'est encore un bon moyen de mesurer la popularité des chansons au Japon, car on classe forcément les chansons les plus chantées durant l'année. Donc pour 2011, nous avons Nishinokana avec Kimite, qui est 36e, mais également en 33e, Nishinokana toujours avec Best Friend. Ensuite en 20e, il y a Maru Maru Mori Mori. En 19e, encore Nishinokana avec Aitakte Aitakte, une ancienne chanson à elle qui a beaucoup de succès. En 15e, je souris très fort, puisque c'est Junrenka de Shonan no Kaze qui continue à être repris dans les karaokés au Japon alors que c'est un tube de 2006. En 5e, c'est Aitakata des AKB, indétrônables les AKB. 4e, le tube Kiseki du groupe Green. En 3e, G des Girls' Generation. En 2e, Mr. Dekala. Et je pense que j'y ai pas mal contribué d'ailleurs à ce dernier. Et enfin, les AKB48 avec Heavy Rotation qui reste numéro 1 depuis plusieurs années. Pour finir, des news en vrac. Le groupe de punk ska nommé Shakala Beats, dont nous venons d'avoir un clip sur No Life, voit son bassiste partir. En effet, King explique qu'il a perdu sa passion pour la musique et qu'il sent avoir atteint ses limites. Le groupe recrutera un nouveau bassiste pour continuer ses activités bientôt. Mizuki Nana, bien sûr la chanteuse d'anime, célèbre chanteuse d'anime et également seiyuu, chantera une chanson pour un drama qui s'appelle Switch Girl. Alors Switch Girl c'est assez connu, c'est un manga édité également en France et qui a une très forte popularité également en France. Il s'agit pour Mizuki Nana de sa première chanson pour un drama. Et enfin, Amuro Namie, grande reine du hip-hop, a ouvert sa page officielle sur un très grand réseau social. Et comme cadeau à tous ceux qui cliquent sur j'aime, la chanson Arigato est offerte. Donc vous pouvez télécharger gratuitement en vous connectant via un PC. Ça ne marche pas sur autre chose que sur un PC apparemment. Cette chanson est chantée à la fin de son concert Lifestyle 2011. Et elle se trouve être aussi sur son nouveau single qui s'appelle Sit, Stay, Wait, Down. Pour la dernière découverte de l'année, je vais vous présenter un groupe composé de 2 Américains d'origine coréenne et de 2 Japonais. Ils les ont signés chez Kiun en 2011, il s'agit de Hemenway. Les Hemenway sont composés de 4 membres. Isaac et Ilcharm sont nos 2 Américains d'origine coréenne, puis Ogachin et Toshi sont nos 2 Japonais. C'est d'ailleurs aux États-Unis qu'ils se sont tous connus, et plus précisément dans le Massachusetts. Nos 4 jeunes garçons étaient tous étudiants à l'école de musique de Berkeley à Boston. Après obtention de leur diplôme en 2008, Isaac et Charm se réunissent pour former un duo de compositeurs à Los Angeles. Ils étaient tous les 2 très influencés par la pop et le rock nippon, et ils décident de continuer leur carrière dans le pays de leurs rêves. Et c'est donc à l'été 2010 qu'ils s'y rendent et retrouvent leurs 2 autres camarades de classe, Ogachin et Toshi, et décident de former leur groupe Hemenway. Ils sont capables de parler aussi bien japonais que coréen et surtout anglais. De grandes possibilités pour ouvrir ce groupe à l'international. De plus, leur site est traduit dans ces 3 langues. Et si vous voulez savoir la raison pour laquelle ils ont choisi de s'appeler ainsi, c'est tout simplement parce que Hemenway est le nom d'une rue dans Boston où ils ont beaucoup de souvenirs et ils ont vécu de beaux moments aussi tous ensemble. Je vous le disais au tout début, le groupe a signé chez Kiun et leur premier single Listen est sorti le 2 novembre au Japon. Leur deuxième single est déjà prévu lui aussi, By My Side, sortira le 25 janvier et se trouve être le nouvel ending de Naruto Shippuden. J'espère que vous les soutiendrez dans le J-Top, en tout cas, ils ont tout pour plaire. Ça y est, c'est la fin de l'émission. Nous allons maintenant regarder les nouveautés qui entreront en rotation sur le live juste après le J-Top samedi soir. Et donc pour la dernière fois de l'année, regardons ensemble cette magnifique liste. Et là, c'est vraiment Noël avant Noël. Il y en a beaucoup. Il y aura par exemple une petite sélection là de clips de Noël, vraiment dans l'esprit de Noël. Amazalashi avec Christmas, TM Revolution avec Burning Christmas, les Puffy Amiyumi avec RGW, donc c'est un clip de Noël aussi, les Pau Pau avec Kuroi Mori, les Pau Pau, d'ailleurs je ne sais pas si c'est un groupe, en tout cas le clip a été récupéré par Anne, et vous verrez, hein, ça fait quand même très Noël avec la neige et tout. Il y a aussi donc des clips récupérés au team par Suzuka et Sébastien, Hello Sleepwalkers avec Sentimental Syndrome, The Pinballs avec Ten Beer, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce clip, il est vraiment bien. Il y a aussi Kaya Masaki avec Fly, ensuite Namba Shiho avec Kodona no Kaidan, c'est un clip récupéré
par Japanimotion. Ensuite, les clips Sony, Angela Aki avec Hajimari no Ballade, Aoyer Memoria, Nishino Kana, Tatue Donnani, on en parlait tout à l'heure, et bien sûr, Hemingway avec Listen. Ensuite, il y aura Stereopony avec Hambunko, les Densuroid avec Koichi Chatte Moi Deska, donc des idoles pour les fans d'idoles, mais attention, d'autres idoles arrivent, les Tengalo Six avec le clip photographe. Donc les Tengalo Six, c'est grâce à Anne aussi qu'on a récupéré cet artiste. Ce sont des idoles, mais des idoles de hip-hop. Elles rappent et c'est vraiment complètement différent de ce qu'on a l'occasion de voir quand on connaît un peu les idoles. Et c'est très original et elles sont pas mal tendance en ce moment, ça marche bien pour elles. Il y aura aussi donc le clip de HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, on finit par un clip de Noël, Kishidan avec Secret Love Story. Voilà, j'espère que vous penserez à voter pour le J-Top. Il y a 3 semaines de vacances, je crois, donc n'oubliez pas, et plein de belles nouveautés encore qui arrivent. Mais comment sera 2012, je pense, aussi bien. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve d'ailleurs pendant les vacances. Vous verrez ça dans les jours qui viennent. Je vous fais des gros bisous, bonne fête!